Cécile, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Christelle, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Eh bien, bienvenue. Et pour commencer et se mettre dans le bain, j'aime bien commencer mes interviews parce que j'appelle couramment prendre la température. Mais là, en réalité, c'est plutôt une prise de confiance, si je puis dire. Alors, Cécile, sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau de confiance là, maintenant? 1 correspond à une absence, ou presque, de confiance, et 10 à une explosion de confiance. Ah, je crois que je suis autour de 8-9. Cool! Ouais. Génial. Donc, pas effrayé par l'exercice, tu es rodie. Non, mais je le prends comme un jeu et puis j'aime bien ton énergie, donc je sais qu'on va passer un bon moment. Alors, pour commencer et pour continuer à se mettre dans le bain, keep cool, je te propose de commencer par ce qu'on appelle, c'est pas moi qui ai choisi le nom, un portrait chinois. Ça marche. Alors, première question, si tu étais un élément, Le vent, si tu étais une pièce de la maison, la cuisine. Alors, il y a ce que je préfère, mais je pense que ça me correspond plutôt bien aussi. si tu étais un livre, Ouh là là. hmm, Euh, Peut-être un livre dont vous êtes le héros, avec plusieurs possibilités. si tu étais un dessin animé, Ah, bonne question. Je vais dire Kiki, la petite sorcière. je l'aime bien beaucoup celui-là. Si tu étais une mauvaise habitude, La flemme. si tu étais un paysage, Alors, je suis en train de chercher un paysage, euh, un grand espace, parce que j'ai besoin d'avoir de la liberté de me projeter. J'avais le Grand Canyon, mais c'est trop linéaire pour moi. Il faut plein d'autres détails. Donc, ça serait peut-être plus une forêt, mais en montagne, tu sais, avec une grande vue dégagée. ok. Si tu étais un sport, À la capoeira. et pour la dernière, au lieu de te poser la question, je vais droit au but et je réponds à ta place. Si tu étais un animal, pourquoi serais-tu le poulpe? Alors, pour ceux qui ont l'image, je pense que vous l'avez derrière moi et ceux qui sont en podcast, le poulpe, c'est pas l'animal le plus sexy au monde, mais effectivement, je crois que c'est l'animal qui me correspond le mieux parce que j'adore explorer plein de choses. Donc, avec ses tentacules, le poulpe explore plein de domaines complètement différents. Et il est quand même un peu intelligent, donc il arrive à se faire et à se défaire de toutes ses curiosités, toutes ses envies d'aller à droite, à gauche. Et quand on prend le poulpe et qu'on prend du recul et qu'on prend l'entité complète, bah, il arrive quand même à avancer dans une même direction. Et j'aime bien son côté voilà, multi. Je vous laisse compléter. Ok. Pour continuer à te présenter, qu'est-ce que tu peux nous dire sur toi et qu'est-ce qui t'anime, j'ai envie de dire, sur cette vie, dans cette vie sur Terre? Ce qui m'anime le plus, je crois que c'est de vivre des expériences, de découvrir des choses et d'avoir toujours l'envie
de découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouveaux lieux, etc. Euh, et ce que je fais sur Terre en ce moment, moi, j'aide les personnes à clarifier en fait leur idée. Et c'est un peu comme les home organizers que tu connais très bien, Christelle, qui, on va dire, qui clean la maison, qui aide à trier, à ranger, organiser à l'intérieur de la maison ou d'un placard, etc. Moi, je vais faire la même chose dans la tête des gens avec leurs idées, etc. Et essayer euh, qu'ils trouvent vraiment les orientations, les idées qui les animent, qui leur correspondent, etc., pour pouvoir avancer vers leur vie, leur projet, peu importe l'environnement et peu importe les candidatons, et puis de s'épanouir dans la vie, de kiffer la vie, tout simplement. Voilà. C'est beau. Et, et dans ta vie, je sais que tu as eu différents parcours professionnels. Et je voulais savoir si tu pouvais en dire un peu plus sur ce parcours et justement ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui. Alors, ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui, je commence par la fin. C'est une problématique que j'ai eu longtemps, que j'ai encore un peu, mais vraiment beaucoup moins, parce que, bon, en même temps, je venais de loin. C'est la prise de décision. C'était faire des choix dans la vie, et ça a commencé dès l'enfance, voilà, au moment où il fallait choisir des orientations scolaires. Choisir, savoir ce que je voulais faire. J'ai voulu faire 1000 métiers. Je sais que dès le collège, quand on commence à s'interroger sur le choix du lycée, je m'interrogeais même à faire un bac musique. J'hésitais entre le bac musique et le bac scientifique. Voilà, j'ai écouté un petit peu la raison, on va dire, c'est-à-dire l'environnement, les parents, les profs, etc. Et je me suis orientée plutôt vers le scientifique, parce que d'une part, j'avais les capacités, et d'autre part, en fait, parce qu'on me disait, bon, ok, ça ne va pas te fermer de porte. Voilà. Et je crois que pendant un moment, j'ai opéré des choix comme ça, en vue de ne pas me fermer de porte et de rester dans quelque chose de plus général possible pour ne pas m'enfermer. Et puis, après, j'ai hésité entre plusieurs métiers. Donc, moi, à la base, je me destinais à être ingénieure, et franchement, je voulais, à la sortie du lycée, tout faire sauf ça. Mais je ne savais pas quoi faire. Je savais ce que je ne voulais pas faire. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Et puis, je me suis orientée vers la communication parce que j'étais vraiment intéressée par les interactions sociales. Je pense que tu peux comprendre pourquoi, Christelle, sur le fait de parfois d'avoir du mal à se faire comprendre, d'essayer de comprendre vraiment comment fonctionnait ça. J'ai fait une année de com, ça ne m'a pas du tout plu, et je suis allée plutôt en sciences du langage, et je me suis spécialisée dans mon parcours en psycholinguistique et interaction verbale. Voilà, donc j'ai adoré ça, mais bon, ça mène pas vraiment à un métier, mais j'ai adoré tout ce que j'ai appris pendant ces années-là. Et je me suis dit, bon, je ne veux pas faire de choix, donc un site, c'est pas mal, parce que je fais un peu de tout, des maths, de l'histoire, de la géo, de la musique, du dessin, etc. En parallèle, je jouais dans un groupe de musique. Voilà, je faisais de la basse à l'époque, et puis on m'a souvent demandé, mais tu veux pas faire ça en tant que pro, etc. Donc j'ai été attirée. Et puis la raison m'a encore rattrapée en disant, bon, non, mais c'est pas sérieux, c'est difficile, etc. Donc voilà, je suis finalement devenue prof. Alors, plus de français langue étrangère, français tout court, français langue étrangère et remédiation. J'ai fait ça quelques années. J'ai adoré, mais j'ai moins aimé l'éducation nationale pour différentes raisons. Voilà. En parallèle, parce que moi, j'ai toujours fait des activités aussi en parallèle, je faisais de la capoeira. Et c'est pareil, on a commencé à me solliciter pour donner des cours de capoeira, etc. Et donc, c'est vrai que toute ma vie, ça a été ça. Ça a été de choisir entre différents parcours. Et puis, arrivé à la veille de mes 30 ans, j'ai eu peur. Voilà, j'ai flippé, clairement, en me disant, mais j'ai envie de tester des choses, et c'est maintenant qu'il faut que je les teste, parce que, pas parce qu'il est trop tard, parce qu'il n'est jamais trop tard pour tester de nouvelles choses, mais vraiment parce que je me disais, là, j'ai aucune contrainte.
j'ai pas d'enfant, je peux prendre des risques, j'ai pas de quelles seront les conséquences et ça sera quoi le pire en fait d'essayer. Et moi, j'avais peur de regretter toute ma vie de ne pas avoir essayé. Donc, j'ai repris une formation dans le commerce et spécialisée donc dans la conception et la commercialisation de jeux et jouets avec une idée en tête d'ouvrir une entreprise de peluches et d'objets de déco. Donc, rien à voir avec tout ce que j'avais fait avant, mais j'avais vraiment besoin de faire quelque chose de créatif en fait et moins d'intellectuel. Et puis, au bout de 3 ans, voilà, j'ai rebondi. Ça n'a pas donné ce que je voulais. En fait, je me suis rendu compte que j'arrivais à une limite du développement de l'entreprise et je ne voulais pas aller plus loin, quoi. Le sens dans lequel je devais aller, ça ne m'intéressait pas. Et je suis revenue donc à mes premiers amours, la pédagogie, parce que j'ai toujours aimé ça, et surtout les pédagogies alternatives. Et donc, j'ai fait différentes choses, coach, et j'ai aidé aussi des entrepreneurs à designer leur formation. J'ai travaillé aussi avec des coachs et des entreprises, voilà, donc notamment des coachs de e-sport, à transmettre leur expertise. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que ce que je faisais, in fine, le point commun dans tout ce que je faisais, c'était d'aider les gens à faire des choix, à trier leurs idées quand ils venaient avec des fois une carrière de contenu, d'expertise, etc. Bah, finalement, je les aidais à faire le choix, à prendre des décisions, à trier toutes leurs idées, etc. Et en fait, bah, finalement, je n'ai gardé que ça aujourd'hui. Voilà, et j'aide les personnes à trier, comme je le disais tout à l'heure, leur brouhaha, voire leur bordel, disons-le franchement, mental, voilà, et les aider à y voir plus clair et à réussir à ouvrir des perspectives pour l'avenir, parce qu'effectivement, quand on est encombré, que ça soit physiquement ou mentalement, c'est difficile d'y voir plus clair et de pouvoir avancer. Voilà, donc c'est ce que je fais aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je ferai dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, et j'aime beaucoup cette idée-là que tout n'est pas écrit d'avance, tout n'est pas tracé, et la liberté de pouvoir changer un jour si j'en ai envie. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'éclate dans ce que je fais. Voilà, j'adore ce que je fais, j'adore ça tous les jours, et ça répond à énormément de besoins que j'ai, que ça soit d'un côté intellectuel, de l'autre côté créativité, etc. Et aujourd'hui, je fais ce que j'aime faire du mieux que je peux. Et parce que j'aime le faire, je deviens bonne. Voilà. Et donc, et je deviens de meilleure, encore meilleure, et je sais que ça va continuer à s'améliorer. Donc, c'est tout. Super, merci Cécile. Et bien justement, moi j'ai une question. Alors sur la création de peluches, j'en vois une derrière toi. Est-ce que c'est toi qui l'as fabriquée, celle-là, ou pas? Alors, non, celle-là, je ne l'ai pas faite. C'est une peluche qu'on m'a offerte parce que j'ai créé, tu sais, une espèce de… je me suis mise dans la tête de tout le monde, et les gens, maintenant, à chaque fois qu'ils voient des poulpes, ils pensent à moi. J'ai hacké leur cerveau. Donc, non, c'est une peluche qu'on m'a offerte. J'ai des peluches qui sont un petit peu plus loin chez moi, mais c'est vrai que c'est une période que j'ai vraiment adorée. Et aujourd'hui, j'accepte aussi que ça fait partie d'un mois d'avant. Voilà. Je continue à adorer les peluches, mais aujourd'hui, je m'éclate dans d'autres choses, et la Cécile de demain s'éclatera peut-être encore dans d'autres choses. Et c'est aussi ça, la vie, et être farpette, comme tu dis, c'est aussi d'accepter qu'il y ait des choses qui soient temporelles. Et dans la prise de décision aussi, c'est d'accepter qu'il y a des choses qui sont vraiment cool à une période de notre vie. On adore, ça nous éclate. Et voilà, et à un autre moment, on est moins là-dedans, mais peut-être que je vais quand même faire ma peluche poulpe un jour, mais j'ai envie de faire une peluche un peu géante de poulpe. Ça Voilà, marche. Tu m'enverras une photo. ça marche. Et en rebondissant justement sur la notion de poulpe, il me semble que c'est un animal qui représente quand même la créativité.
Et tu parles aussi, toi beaucoup de ta créativité débordante. Et je voulais savoir quels conseils en fait tu pourrais donner sur comment développer sa créativité ou au contraire l'activer, parce qu'on entend souvent, ben moi je n'ai pas de créativité, je sais pas. Enfin voilà. Est-ce que tu aurais un conseil à nous donner pour l'activer ou la développer cette créativité? Bah, peut-être que la première des choses, ça serait d'arrêter de dire que vous n'avez pas de créativité parce que, en fait, vous en avez tous. Après, ce n'est pas forcément sur les mêmes sujets ou les mêmes domaines d'activité. Donc, beaucoup de personnes me disent, j'ai pas de créativité. En fait, ils l'associent vraiment à la créativité artistique. Alors que la créativité, ben, finalement, c'est quoi? C'est de réussir à trouver des solutions à des problèmes. Voilà. Donc, il y a effectivement la créativité artistique qui est là dans de la création pure et dans partir sur l'imagination, etc. Et puis, il y a tout ce qui est créativité aussi, bah, générer des idées, générer de nouvelles idées, etc. Donc là-dessus, moi, je n'ai rencontré personne qui n'a jamais eu aucune idée dans sa vie. Donc, vous êtes tous créatifs et effectivement, je vois des gens qui la bloquent. Donc, la première des choses à faire, c'est déjà de ne pas la bloquer et puis de la laisser s'exprimer. C'est-à-dire que quand certaines personnes ont des idées un peu folles, voilà, bah, tout de suite, ils ont tendance à la bloquer et à se dire: «Ah non, mais je suis folle» ou «Ah, je ne peux pas en parler» et cetera. Donc ça, c'est la première des choses, c'est laisser parler votre imagination, laisser parler votre créativité. Et la créativité, c'est pas forcément de la création de quelque chose, c'est aussi, bah, je sais pas, vous devez faire passer un meuble, dans une porte, bah, vous pouvez faire preuve de créativité. Voilà, certains sont très bons là-dessus et ils vont pas forcément se définir comme créatifs, mais pour réussir à faire passer le piano par la fenêtre, voilà, en trouvant des moyens originaux pour y parvenir. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, je dirais, ne jugez pas vos idées. Voilà. Parce que on a trop tendance à juger ses idées et à s'auto-censurer en fait dès le départ en se disant: «Ah, c'est pas une bonne idée». En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée. Il y a une bonne idée, c'est celle bon, bah, qu'on va implémenter, qu'on va tester, et puis bon, bah, on va voir ce que ça donne. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise idée en soi, il y a des idées à tester, il y a des idées aussi qui sont faites pour rester des idées. Voilà. Il y a des idées qui sont là pour amener à une autre idée, qui là est réalisable, on va dire. Et puis, il y a des idées qui vous permettent juste bah, d'être libre, de vous évader, de rêver, et cetera. Et bon, bah, voilà, il y en a peut-être plein qui rêvent de voler, donc qui imaginent des machines pour voler. Et il y en a qui travaillent dessus et qui arrivent à concrétiser différentes manières de permettre à l'homme de voler. Et puis d'autres personnes, juste le fait d'avoir ce moment-là, un peu onirique, de plénitude, un peu zen aussi, eh bien, c'est largement suffisant. Donc, les deux premiers conseils que moi je dirais vraiment, au-delà des outils, etc., c'est vraiment de laisser aller vos idées, de les faire vivre, mais rien que en les laissant être, vous les faites vivre à votre manière et ne vous censurez pas et ne les jugez pas, surtout pas. Effectivement, le jugement, c'est c'est quelque chose qu'on a tendance tous à faire. Et, euh, et justement, en parlant de ça, je sais que dans tes différentes expériences de vie, dans tes différentes voilà, professions et expériences de vie, ce qui t'a vraiment fait déclic, c'était la peur de regretter voilà, que tu passes à côté de quelque chose et du coup, ça a vraiment été ton moteur et ça t'a fait voilà, lien déclic. Et ça m'a beaucoup parlé parce que on a beaucoup de peur en général. On vit au travers de beaucoup de peurs, que ça soit la peur justement du jugement, du regard des autres, du regret,
des peurs financières, de ne pas avoir assez, etc. Toi, justement, en plus de ce déclic de la peur de regretter, de ne pas l'avoir fait, quelles ont été en fait toutes ces peurs qui t'ont voilà, accompagné ou du moins qui ont émergé en toi quand tu as dû justement sauter d'une profession qui était quand même stable, fonctionnaire en France, on adore être fonctionnaire en France, à l'entrepreneuriat. Donc, quelles sont toutes ces peurs et comment tu les as surmontées au final? Je crois que les deux plus grandes peurs étaient par rapport au regard de l'autre et notamment de ma famille, voilà, de mes proches. Et la deuxième peur, c'était alors non pas de réussir, mais c'était plus quelque chose vis-à-vis de moi-même. Voilà. Comment j'ai dépassé la peur, quoi, toutes les peurs finalement que j'avais. J'avais pas la peur, par exemple, de ne pas réussir. J'avais pas la peur d'échouer. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément. Mais effectivement, quand on se lance, on a envie de réussir. Et en fait, moi, j'avais plus peur quand je disais par rapport à moi-même, par exemple, de me décevoir ou des choses comme ça. Voilà. Et j'ai eu, par exemple, des peurs par rapport à la vente parce que j'avais toute une idée, donc j'avais peur d'arnaquer les gens, etc. Et donc, j'avais peur, quand je dis de me décevoir, c'était par exemple de basculer du côté obscur, de devenir un requin, etc. Donc, toutes ces peurs-là, on va dire, c'était plus des peurs de moi vis-à-vis de moi-même et de l'image que moi, j'ai envie d'avoir de moi-même. Comment j'ai dépassé toutes ces peurs finalement, en fait, ça s'est fait en 3 étapes. La première, ça a été de comprendre, qui j'étais, comment j'étais, hem et qui je voulais être surtout. Donc déjà comment je fonctionne, parce que bon, j'ai aussi un mode de fonctionnement atypique, et puis, qui j'ai envie moi d'être. Parce que pendant toute notre vie, en fait, on nous colle des étiquettes et on finit par presque s'auto-persuader qu'on est ça, alors que on peut changer, on peut évoluer, etc. Et pour les personnes qui, comme moi, écoutaient beaucoup les autres, c'est-à-dire que quoi, j'ai toujours pris beaucoup en compte, en considération l'autre, etc. Eh bien, c'est vrai qu'on se construit à travers des images qu'on nous renvoie, des étiquettes, etc. Pardon. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait que je me détache de mon moi du passé et que je me concentre plus sur le moi que j'ai envie d'être et mon moi du futur. Voilà. Et donc, comprendre comment je fonctionne, les choses donc, qui ne bougent pas trop, décider et comprendre qui j'ai envie d'être et décider d'être cette personne-là, ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ça a été d'accepter pour moi qui j'étais. Parce que bon, on peut comprendre deux, trois choses, de se dire, bon, ok, je fonctionne comme ça, tiens, j'ai eu ça m'a accompagné toute ma vie, etc. Qu'est-ce qui, à l'intérieur, a été important pour moi, etc. Et c'est encore autre chose de l'accepter. Voilà, de se dire, en fait, je suis comme ça, je suis pas parfaite, je suis une farpette, j'ai ce côté-là, je peux avoir des côtés sombres, je peux avoir des côtés, au contraire, lumineux. Voilà, et d'accepter aussi qui j'étais, de me regarder en face et d'accepter pour moi qui j'étais. Et la troisième étape, c'était de l'assumer, donc vis-à-vis des autres. Et ça a changé, mais véritablement, toute ma relation par rapport aux peurs, aux différentes peurs. Donc, par rapport, par exemple, à l'entourage, et je sais que ça, c'est une très grosse problématique, à partir du moment où, tu vois, quand tu changes beaucoup de travail comme ça, eh bien, on peut te renvoyer l'image de quelqu'un d'instable. Et tu peux presque finir par y croire ou dire non, mais bon, je ne suis pas normale, il faut quand même que je trouve un CDI. Alors que je crois que, aussi loin que je puisse remonter dans mes souvenirs, je n'ai pas de souvenir de vouloir un travail stable et un CDI. Au contraire, je crois que c'est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Mais en tout cas, on finit quand même par intégrer toutes ces choses qui viennent de l'environnement. Et en fait, quand je l'ai assumé vis-à-vis des autres, eh bien, quand on me disait ça: «Ah oui, mais tu as encore changé» et cetera, ou «Ah tiens, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?» sous-entendu, 3 petits points. Quand je répondais: «Ah en ce moment, je fais ça». «Ah oui, machin, ah ouais» et je kiffe ce que je fais, eh bien, ça a complètement changé toute la relation. Et même, par exemple, je vois avec mes parents et notamment, ma mère qui s'inquiétait beaucoup,
de se dire, bon, ok, est-ce qu'elle va réussir à trouver cet équilibre-là? Quand je l'ai complètement assumé, eh bien, et que je lui ai dit, en fait, mon équilibre, il est là. Moi, je trouve mon équilibre dans ce mouvement, en fait. C'est dans le mouvement que je trouve l'équilibre. Si je m'arrête ou si je fais toujours la même chose, je vais me rendre malheureuse. Et c'est comme ça que je kiffe ma vie et c'est comme ça que j'ai envie de vivre. Eh bien, elle l'a complètement accepté. Et ça s'est même retourné où je la vois de temps en temps envier mon style de vie et mon mode de vie et dire ah, c'est génial que tu puisses aller à l'autre bout du monde et travailler. Là, je vais bientôt aller en Corée, par exemple, mais je vais quand même continuer mes accompagnements, etc. Et aujourd'hui, tu vois, elle trouve ça génial. Ma situation n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est moi, le fait de l'assumer pour moi et quoi, de l'accepter pour moi et de l'assumer aux yeux des autres. Et ça, c'est quelque chose qui a complètement changé toute la relation avec mes peurs, tu vois. J'ai la peur du vide qui se développe de plus en plus avec l'âge. Et je me souviens, c'était au Grand Canyon. J'avais cette peur-là et j'avais les jambes qui tremblaient, mais je voulais ma photo. Tu sais, je ne suis pas Instagrammeuse, ni rien du quoi, je ne suis pas influenceuse, mais je ne sais pas, c'était mon trophée. Tu sais, je voulais ma photo. Et c'est pareil, tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est projeter, c'est quelle est la Cécile que tu as envie d'être. Voilà. Et ça, tu vois, ça m'aide à dépasser ces peurs-là et à dire, non, en fait, j'ai envie d'avoir cette photo, j'ai envie d'être cette Cécile qui va être fière d'avoir accompli cette épreuve. Voilà, pour certains, c'est peut-être pas beaucoup, mais franchement, pour moi, mes jambes, je vous assure, elles tremblaient. Et je voulais être cette personne qui soit fière d'elle. Et donc ça m'aide vraiment à dépasser mes peurs, en fait. Donc, au final, quand on a des peurs, la meilleure solution, c'est de se confronter à ces peurs et d'y faire face. Oui. Plus simplement dit oui. Effectivement, c'est-à-dire que, parce qu'en fait, on disait tout à l'heure, tu vois, on parlait de créativité, et là, vous allez voir que vous êtes tous créatifs. Parce que pour imaginer tous les scénarios catastrophes, généralement, vous avez une créativité sans limite. Vous êtes tous créatifs. Non, mais c'est vrai. Et en fait, souvent, on imagine des scénarios, mais tellement pires que ce qui arrive dans la vraie vie. Ça, c'est une première chose. Et effectivement, il y a des études qui ont montré que, par exemple, l'estime de soi, il y en a beaucoup qui se disent, OK, je veux gagner de l'estime de moi. Et il faut que je gagne de l'estime de moi avant de me lancer, par exemple, dans un projet entrepreneurial. Et en fait, non, c'est en ayant des réussites, c'est par l'action et en ayant des réussites qu'on arrive à faire remonter l'estime de soi ou la confiance en soi. Et donc, quand on se confronte à nos peurs, en fait, c'est aussi apprendre à se regarder en face, à accepter et puis à mieux se connaître et se dire, tiens, là, j'ai raté, et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire autrement? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux travailler? Et vous allez vraiment vous rendre compte que c'est, in fine, dans la réalité, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins pire que ce qu'on peut imaginer dans notre cerveau, en fait. Oui, tout à fait d'accord. À travailler. Donc, identifier ses peurs et mettre une petite action derrière pour justement y aller, lui faire face et un pas à la fois. Exactement. Et puis pour les plus perfectionnistes d'entre vous, c'est aussi arriver à reconnaître à sa juste valeur ce qui est fait. C'est-à-dire que quand on fait l'action, en fait, au départ, dans notre cerveau, on s'imagine mais vraiment le pire. On le fait et puis finalement, il ne se passe rien de particulier ou de terrible. Et je dis, ah bon, ok, c'était juste ça et puis on passe à la suite. En se disant, c'est rien. Ou en minimisant, en fait, la victoire, parce qu'on se dit, en fait, non, c'était rien, je le mérite pas, ou tiens, c'est un tel qui m'y a poussé ou qui m'a aidé, etc. Et il peut y avoir cette tendance aussi à dévaloriser l'action et le résultat de l'action. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je vois très souvent. Et c'est un exercice aussi à faire et à se dire, non, en fait,
peut-être que l'action en elle-même, elle n'est pas si dure que ça, mais pour moi, elle a été difficile. Et essayez de vous replonger au moment où vous n'arriviez pas justement à passer à l'action et dans l'état dans lequel vous étiez. Et c'est pas tant l'action, mais c'est pas forcément l'action dont vous allez tirer la fierté, mais justement d'avoir su dépasser ces états émotionnels ou ces peurs que vous aviez, et vous avez de quoi être fier et il faut célébrer. Ah oui, et il faut oser dire, et franchement, se la péter aussi vis-à-vis de soi-même et se dire, franchement, je suis fière de moi, j'ai assuré, etc. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à le faire. J'avais souvent tendance à dévaloriser en fait mes actions en me disant, oh, mais ça, finalement, ça ne m'a pas demandé trop d'efforts. Bon, ça a été facile, etc. Bah non, en fait, parce que l'action en elle-même, peut-être qu'elle a été facile pour vous, mais en réalité, c'est le combat avec vous-même qui a été difficile. Eh bien, célébrez-le parce que vous avez de quoi être fier d'avoir vaincu vos petits démons, vos gros démons, etc. et vos différentes voix dans la tête qui vous disent tu n'y arriveras pas, ou mais tiens, tu vas te ridiculiser, quoi, je ne sais pas, tu vas perdre la face, etc. Ta notoriété, elle va être détruite. etc. Donc, célébrer, c'est super important. Ça me fait penser à un super exemple de Will Smith qui a dit que Dieu avait caché les plus belles choses derrière la peur. Et il en a parlé notamment juste après avoir fait son saut en chute libre pour la première fois et qui s'en faisait une montagne, qu'il n'avait pas dormi la veille, qu'arrivé au bord du vide, il se disait mais c'est bon, je m'en vais, qu'est-ce que je suis en train de faire? Et qu'au moment de sauter, et ben là, c'est vraiment la porte qui s'ouvre et waouh, la beauté qui est là et la peur, il se dit mais pourquoi j'ai eu peur aussi longtemps alors que c'était rien. Et je trouve que cette image-là, elle traduit bien ce qui peut se passer dans notre tête au niveau des peurs. Exactement. Et souvent, quand on a peur, c'est pour les choses qui sont importantes pour nous, quand il y a un enjeu. Quand il n'y a pas d'enjeu, on n'a pas peur. Quand il faut aller faire les courses, on n'a pas peur. Il n'y a pas d'enjeu. Voilà. Et donc, si vous avez peur pour certaines choses, à condition que ça soit un petit peu accompagné d'excitation, que vous ayez envie de le faire, eh bien, c'est que généralement, vous êtes sur la bonne voie. Donc, écoutez-la, votre peur, ça va être une boussole aussi en vous. Vous dire, tiens, ce truc-là, il me fait peur. Mais j'ai une petite voix qui a quand même envie d'y aller, mais j'ai la peur. Donc, ça veut dire que il y a quelque chose à faire par là. Et comme tu viens de le dire, et effectivement, il y a les plus belles choses sont derrière. Et moi, j'avais lu une citation, c'était de Jean-Louis Etienne, un explorateur, qui disait on ne connaît pas ses limites, on les découvre. Et c'est vrai que c'est en affrontant les peurs qu'on se rend compte que nos limites, elles ne sont pas du tout là où on s'imagine qu'elles sont. Et c'est comme ça qu'on les repousse à chaque fois de plus en plus. Ah, ça m'inspire tout ça. Et justement, toi qui es experte en pédagogie, est-ce que tu aurais un jeu, une pratique ludique à nous conseiller pour gagner en confiance en soi, pour augmenter sa confiance en soi? Comme ça. Hey, challenge! Alors, je vais prendre 3 secondes pour essayer de scanner tout ce qu'il y a dans ma tête. Essayez de vous trouver un petit quelque chose qui peut vous aider. Alors, c'est pas forcément un jeu, mais comme tu disais, le meilleur moyen en fait de dépasser ses peurs et de gagner confiance en soi, en fait, c'est en le faisant et en pouvant dire I did it, je l'ai fait, ça y est. Et je sais que pour certains, en fait, l'engagement vis-à-vis de soi, c'est compliqué. Et donc, ça peut être tout simplement de s'engager vis-à-vis de quelqu'un d'autre, de l'annoncer publiquement. Voilà, là, par exemple, tu as lancé tes podcasts, et de dire, bon, voilà, telle date, je fais mon podcast, et puis juste de le lancer, puis de partir en courant, si vous voulez, vous cacher. Voilà. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui
peut vraiment, vraiment vous aider à passer à l'action et donc, in fine, à gagner confiance en vous. Ouais, se mettre en défi, en mode de challenge et comment dire, l'annoncer à ses proches, voire même à des inconnus si on a beaucoup d'abonnés sur nos réseaux sociaux. Et une fois qu'on a annoncé ça à tout le monde, ben, il n'y a plus qu'à. On peut plus se défiler. Exactement. Après, tout dépend comment on fonctionne, mais certains, effectivement, le fait de l'engagement vis-à-vis d'une tierce personne, il est plus fort et il fonctionne mieux que l'engagement vis-à-vis de soi. Voilà. Et après, vous pouvez commencer par une petite action, un petit pas après l'autre. Non pas que j'ai envie de vous partager l'idée de réduire vos ambitions, et ça, non, jamais. C'est juste à chaque étape de son développement, eh bien, se donner un petit challenge qui est réalisable. C'est ce qu'on appelle les objectifs SMART ou réalisables en tout cas. Et y aller et se dire, bon, bah, ok, chiche, j'y vais. Je suis cap. Voilà. Ni plus ni moins. Et se détacher en fait des résultats ou tout ce qui va se passer derrière et juste de dire, bon, bah, voilà, là, voilà ce qui va me rendre fière de moi à la fin de la journée, c'est si j'ai réussi juste à faire le pas. Si tu arrives et que tu es tombé, bah, c'est pas grave, c'est pas l'objectif, c'est de faire le pas. Si vous saviez combien de fois je me suis vautrée en public, eh ben, je suis encore là et je vous parle. Ah oui. Ou prendre des poteaux dans la rue, des choses comme ça m'arrive assez souvent. Et honnêtement, je suis là, je suis en train de vous parler, ma vie va bien. Bah oui, on connaît tous cette expression, le ridicule ne tue pas. Et pourtant, on a toujours peur d'être ridicule ou toujours peur qu'il nous arrive quelque chose, alors qu'effectivement, le premier pas est le plus difficile. Et donc, si je peux conseiller quelque chose, c'est vraiment dès que vous sentez une peur arriver ou que vous procrastinez sur un petit truc, dites-vous que c'est le premier pas et que ça va être le plus difficile et programmez-le dans votre agenda et faites-le. Il n'y a plus qu'à. Exactement. Et il ne faut pas se poser de questions à ce moment-là. Quand on a du mal, moi, je sais que je fais 3, 2, 1, top et j'y vais. Comme ça, au moins, je réfléchis plus, je le fais. Et puis, c'est en faisant, en fait, que tout le reste suit. Le plus difficile, c'est le premier pas. C'est vraiment la toute première micro-action. Finalement, c'est ça le plus difficile. Et quand on décortique vraiment, parce qu'on se dit, ah, c'est un énorme pas, et quand on décortique vraiment tout ce qu'il faut faire, finalement, c'est pas grand-chose, c'est appuyer sur un bouton sur l'ordinateur, l'action n'est pas si grande que ça, c'est juste nous qui nous projetons des choses terribles, terribles derrière ça, comme si, voilà, je sais pas, vous alliez faire bugger tout le système Internet international parce que vous avez appuyé sur un bouton. Oui, on rencontre beaucoup ça en home organizing. Dès qu'on a un petit truc à ranger ou un placard avec, dès qu'on ouvre la porte, il y a tout qui tombe. On se dit, mais j'y arriverai jamais au bout de ce truc. Et au final, bah, ça prend 15 minutes et il est rangé le placard. Exactement. Et puis c'est petit à petit et c'est le premier vêtement ou voilà, c'est le premier choix de vêtements, etc., qui va opérer. Et puis là, j'ai l'exemple, par exemple, d'une personne que j'accompagne, donc qui veut créer des supports pédagogiques, là pour le coup, d'ici la fin de l'année. Et si je lui dis, bon, bah ok, tu fais 30 supports pour la fin de l'année, ça fait un gros truc, elle ne sait pas par où commencer, etc. Par contre, je lui ai dit, bon, bah, ok, tu en fais un par semaine. Voilà. Et puis, tu profites de tes balades qu'elle organise pour dire, bon, bah, ok, tu fais le support de la balade, en fait, comme ça, tu as un engagement vis-à-vis de l'extérieur. Donc, il y a une fin. Voilà, une date de fin, c'est super important. Tu l'as dit tout à l'heure, mais le mettre dans l'agenda, avoir une date. Et je lui dis, bon, bah voilà, en fait, tu en fais un par semaine.
Et puis, tu prépares pour 3 niveaux. C'est elle qui a voulu préparer sur 3 niveaux. Je dis, bon, tu veux le préparer sur 3 niveaux. Donc, sur la même thématique, tu fais 3 niveaux pour la semaine. OK. Et puis, je dis, voilà, on va faire le calcul. À la fin du mois, tu arrives à tes 30 supports. À la fin de l'année, tu arrives à tes 30 supports. Et des fois, c'est aussi ça, c'est que quand on se dit, bon, OK, le rangement, c'est pareil. Faut que je trie mes 200 vêtements. Voilà. Alors que tu dis, bon, voilà, on fait juste le tiroir. On va commencer par les chaussettes. On trie juste les chaussettes. Et puis, une fois dedans, vous voyez que, non, en fait, ça suit, etc. Et puis après, il y a l'état d'esprit dans lequel on fait. Et puis, vous allez dire, bon, OK, de toute façon, il faut que je le fasse. Ça peut vous enquiquiner de ranger des chaussettes et dire, bon, de toute façon, il faut que je le fasse, autant que je prenne un maximum de plaisir à le faire. Et donc, c'est super important aussi le mindset parce que vous allez sinon vous pourrir l'esprit avec ça. Et ça me rappelle des boulots de salariés où j'avais des collègues qui se plaignaient. Je dis, écoute, de toute façon, on est commencé à 8 heures. Viens, on rigole un peu. On passe, je sais pas, on fait 2-3 blagues, on rigole. Viens, parce que là, sinon, c'est pas possible. Et donc, c'est vraiment ça, se dire, bon, OK, de toute façon, il faut que je le fasse. J'ai 2 choix maintenant. Soit j'y prends plaisir, soit je souffre. Honnêtement, moi, j'ai choisi le plaisir. Oui, c'est super important dans tout ce qu'on fait de prendre du plaisir, même si on n'aime pas le cas du rangement, parce que c'est ce que je connais bien. Si on n'aime pas ranger, on se met dans l'ambiance. On met de la musique, on se prépare sa boisson chaude, j'en sais rien. On se met dans le move. Et voilà, et en prenant, comme tu dis, une paire de chaussettes, un vêtement, après, tout partira, tout va se dérouler tranquillement et de manière fluide. Exactement. Donc, s'amuser, c'est super important. Et tu sais de quoi tu parles quand tu dis ça. Oui, oui, oui. Et pour celles qui connaissent un peu mon activité de booster en confiance, je prône tout le temps le jeu, le ludique, s'amuser, prendre du bon temps et keep cool, quoi. On se prend trop au sérieux, donc faut lâcher. Et quand on s'amuse, tout est beaucoup plus fluide. Exactement. Parce que là, vous l'entendez en podcast, elle paraît comme ça. Mais franchement, elle a un petit grain de folie. Et je vous invite à aller vers elle pour découvrir son petit grain de folie. La folie des farpettes. Exactement. Déjà, rien que pour appeler sa communauté farpette, vous êtes au bon endroit. Merci, Cécile. Et justement, en début d'épisode, tu nous annonçais que tu avais un super niveau de confiance en toi à 8, ce Oui. qui est vraiment génial. Et selon toi, quels sont les événements marquants de ta vie qui ont eu justement pour rôle d'augmenter ce niveau de confiance et quels ont été les événements déclics, par exemple, de ton enfance? Parce qu'en général, ça commence à vaciller dès cette période-là et qui t'ont vraiment fait passer à l'action et dire c'est terminé, je fonce, j'y vais. Alors, moi, j'ai quand même eu la chance de grandir dans un environnement où j'étais vraiment, où on a sollicité plein de parties de moi, c'est-à-dire que j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours fait du sport, etc. Donc, j'ai fait du scoutisme aussi pendant longtemps. Donc, c'est vrai que j'ai été dans dans un environnement, j'ai grandi dans un environnement où on m'encourageait, on m'a appris à avoir confiance et à prendre des initiatives, des décisions, etc. etc. Donc là-dessus, j'ai été privilégiée. Après, il y a différentes choses, mais c'est pas tant dans l'enfance, parce que tu vas comprendre. Quand j'étais petite, je faisais des concours de piano. Voilà. Et sauf que,
moi, je ne me rendais pas compte de mon niveau. Je ne me rendais pas compte que c'était peut-être un peu extraordinaire. Je ne me rendais pas vraiment compte parce qu'en plus, je ne travaillais pas plus que ça, etc. Mais voilà, j'allais au concours de piano, j'accédais au final, etc. Et il y avait tout un truc et on rejoint l'estime de soi où, ok, mon niveau, mon niveau, voilà. En plus, moi, j'ai des grands frères, donc je me comparais à eux, qui avaient, eux, 2 ans de pratique de plus que moi, et donc j'étais forcément nulle ou moins bien par rapport à eux. Donc, dans l'enfance, dans un sens, en fait, j'ai quand même eu la chance d'avoir une confiance en moi qui a été renforcée par plein de choses, par l'image qu'on me renvoyait aussi, par le fait d'avoir eu des bonnes notes à l'école. Du coup, les professeurs me renvoyaient aussi une image, quoi, tu vois, tu grandis quand même nourri par la projection aussi des autres et de l'image que te renvoient les autres. Est-ce que tu peux me rappeler ta question? J'ai oublié la deuxième partie. Et du coup, c'était quels ont été les événements déclics qui t'ont fait passer à l'action et dire c'est terminé, enfin voilà, ce taux de confiance, je l'ai, je le garde et j'avance. Voilà, ça y est, je sais où je voulais en venir. Et du coup, moi, mon souci principal, c'était non pas tant la confiance, c'était plus l'estime, parce que j'avais toujours tendance à me voir en dessous. Une chose qui m'a aidée vraiment, c'est d'aller me confronter à des niveaux au-dessus. Par exemple, quand je me suis mise à la basse, évidemment, tu débutes, donc tu n'es forcément pas au top de ton niveau. Voilà. Donc ça, c'est aussi un apprentissage, accepter de ne pas être, de débuter et de commencer, surtout pour les gens qui sont curieux et qui commencent plein d'activités différentes. Effectivement, tu te retrouves toujours à un stade, peu importe l'âge, où tu es débutant. Et donc, faut accepter aussi ce stade-là. Et donc, par exemple, par rapport à la base, je me disais, ah, mais je suis nulle, quoi, je suis nulle, je n'ai pas un bon niveau, etc. Donc, toujours cette tendance-là. Et puis, j'ai des amis qui m'ont dit, non, mais vas-y, viens au bœuf, viens jouer et tout, etc. Et là, de me confronter avec des personnes qui jouaient depuis 10 ans et qui prenaient plaisir à jouer avec moi, etc. et qui me renvoyaient, au contraire, quelque chose de positif, eh bien, moi, ça m'a vraiment redonné confiance en moi et surtout fait augmenter l'estime de moi. Donc, c'est pas facile à faire, mais c'est vraiment d'aller te confronter à des meilleurs que toi, parce que de toute façon, c'est même pas confronter, c'est aller à la rencontre de meilleurs que toi, parce que soit tu apprends de nouvelles choses puisqu'ils sont meilleurs que toi, soit, toi, tu te rends compte aussi de ton niveau et de ce que projettent les autres. Et j'ai eu aussi ce problème-là, j'ai pu connaître aussi ce problème-là dans l'entrepreneuriat. Donc au début, voilà, moi j'y allais, etc. Je me disais, ah non, mais je débute ou je connais pas grand-chose. Et en fait, je me rendais compte que je savais déjà plein de choses, j'avais déjà intégré plein de choses, j'avais déjà expérimenté aussi plein de choses dans d'autres domaines que l'entrepreneuriat, mais finalement, c'était la même chose. Voilà. Donc, ça a vraiment fait diminuer mon syndrome de l'imposteur et ça fait augmenter l'estime de moi et la confiance que j'avais en moi. Parce que je me suis dit, ah non, mais en fait, ça va. Voilà, ça va. Et puis, ensuite, là, ce qui m'aide aussi, notamment dans le cadre de mon travail, ce sont les retours. Ce sont les retours des personnes que j'accompagne. Effectivement, ce sont les seuls juges, entre guillemets, de mon travail. Et vu que j'ai des bons retours, effectivement, ça redonne confiance dans ce que tu fais, dans ta capacité, etc. Et d'où l'intérêt de passer à l'action, parce que sinon, vous n'allez pas avoir ça, tous ces petits moments. Et moi, je sais, quand je faisais de la musique, au-delà des concours avec mon groupe, j'ai joué aussi en public, etc. Et d'avoir le retour du public, pas dans le sens c'était bien ou pas bien, mais juste, j'ai passé un bon moment, je me suis amusée, j'ai kiffé ça, etc. Eh bien, ça fait remonter la confiance en soi. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est fluctuant. Je ne dis pas que c'est tout le temps à 8-9. J'ai des moments où ça va être un peu plus bas. Après, ça descend jamais trop bas. Mais voilà, et puis il y a des moments où je vais dire, je suis à 12, je vais être en excès de confiance en moi. Voilà. Mais c'est vrai qu'aller me confronter vraiment,
regardez aussi le retour des bonnes personnes. Voilà. Donc, notamment vos clients ou les personnes à qui vous vous adressez quand vous faites quelque chose. Ce sont les seuls qui comptent. Ce ne sont pas vos proches qui n'ont pas le besoin, par exemple, auquel vous allez répondre. Ce ne sont pas les personnes qui ne sont pas, par exemple, sensibles à tel type d'art, à l'art abstrait, par exemple. Peu importe ce qu'ils disent, en fait, et ce qu'ils en pensent. Voilà. Et puis aussi, moi, je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup détachée du résultat et de l'autre. Alors, c'est un peu contradictoire avec ce que je viens de dire parce qu'effectivement, quand je fais de l'accompagnement, je travaille pour des personnes. Donc, effectivement, que le travail les ait aidés, c'est flatteur et ça fait remonter ma confiance en moi. Mais il y a aussi un autre travail que moi j'ai fait, c'est que je me suis détachée aussi un petit peu du résultat. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, si tu me demandais qu'est-ce que tu veux faire dans la vie ou tu vois ta place sur Terre, etc., j'aurais dit de contribuer. Bon, déjà, tout le monde a envie de contribuer. Je connais personne qui a envie d'être inutile sur Terre et pour les autres. Donc, voilà. Mais j'avais vraiment ce truc d'aider les autres ou de vouloir absolument, euh, dans le pendant, on va dire, un peu pervers ou je ne sais pas comment le dire, mais presque imposer mon aide à l'autre. Vraiment ce côté-là, je veux aider, je veux contribuer, je veux… voilà. Et en fait, je me suis aussi détachée de ça et aujourd'hui, je fais juste ce que j'aime faire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et le fait de faire ce que j'aime faire, d'être qui j'ai envie d'être, etc., ça inspire et ça aide d'autres personnes. Mais je ne le fais pas dans le but d'inspirer ou d'aider d'autres personnes. Je le fais vraiment parce que c'est aujourd'hui là ce qui m'anime. Voilà. Et rien que par le fait de faire quelque chose qui m'anime, je sais que ça, déjà, ça aide des gens, ça inspire des gens. Voilà. Et vu que j'aime faire ça, et comme je disais tout à l'heure, je progresse. Et puis, effectivement, je suis en mesure d'aider de plus en plus de personnes et de mieux aider les personnes en face de moi. Mais c'est vrai, je me suis aussi détachée de ce truc-là, de cette pression. Comme moi, ça me mettait une espèce de pression de me dire, voilà, je veux absolument aider ou il faut absolument que j'aide, que je sois utile, etc. Détachée de ça et juste non, en fait, je fais ce que j'aime et je constate juste qu'en faisant ce que j'aime et en le faisant du mieux que je peux, évidemment, eh bien, ça aide des gens. Et effectivement, ça fait plaisir d'aider les gens, mais c'est plus mon objectif. Effectivement, dans l'estime de soi, comme tu le disais, souvent, quand on manque d'estime en soi, c'est qu'on a tendance à se comparer. Et quelqu'un m'a dit un jour une phrase qui m'a beaucoup inspirée, c'est que quand on se compare, on ne connaît pas en fait le backstage de la personne. Ce qu'on voit, c'est son avant-scène, c'est sa scène. Et si ça se trouve, cette personne, elle a 10 ans, 20 ans d'avance sur nous. Et nous, ce qu'on voit, c'est sa scène et elle est belle, elle est magnifique, il est en représentation. Sauf que on n'a aucune connaissance du backstage et de toutes les galères qu'il a pu avoir, de tous les coups durs, le manque de confiance, d'estime et autres. On voit juste le résultat d'aujourd'hui et on n'a pas vu tout le chemin parcouru. Et effectivement, se comparer, c'est mort à ne pas faire parce qu'on n'a pas justement l'historique de la personne en face de nous. On peut s'en inspirer, on peut l'admirer éventuellement pour justement la modéliser et récupérer un peu ses bonnes idées, ses bonnes pistes, etc. pour nous alimenter et produire, activer notre créativité, comme on disait en début d'épisode. Mais justement, ne pas se comparer parce que c'est ça qui tue l'estime de soi en général. Exactement. Et puis, être plus doux avec soi-même. Parce qu'il y a la comparaison avec l'extérieur et la comparaison avec notre idéal fantasmé. Et je sais que moi, j'ai connu les deux. Et j'étais tellement exigeante vis-à-vis de moi-même que j'étais jamais satisfaite. Voilà, c'était jamais assez bien, j'étais jamais satisfaite de ce que je faisais. Et j'ai aussi appris à être plus douce avec moi-même et à célébrer justement les victoires, peu importe la taille des victoires, mais dire non, en fait, t'as de quoi être fière de toi, vas-y. Célébrer. Exactement. On le mérite, non?
On a dit qu'on était là pour prendre du plaisir, donc on célèbre. Bah ouais, à fond. Euh, Est-ce que euh, tu considères dans toutes ces étapes de vie que l'organisation est un facteur clé de réussite? L'organisation, c'est un facteur clé de réussite, oui, clairement. Quand je mets organisation, c'est vraiment de plein de choses. C'est pas forcément des choses physiques, ça peut être des idées, etc. Maintenant, je pense que il faut que chacun trouve son mode d'organisation et ce qui lui convient. Voilà. C'est-à-dire que quand c'est trop le bazar, en fait, que ça soit physique ou dans la tête, c'est difficile d'y voir clair. Et pour réussir, effectivement, il faut quand même réussir à voir 2-3 choses clairement. Voilà. On n'a pas besoin d'avoir une vision long terme, ultra précise, etc. On peut juste avoir une direction et dire je veux tendre vers ça, je ne sais pas exactement ce que c'est, je n'ai pas encore défini. La définition va se faire au fur et à mesure du chemin. C'est pas grave. Par contre, effectivement, il faut s'organiser un minimum, juste parce que, en fait, si c'est pas organisé et que c'est le brouhaha partout, eh bien, on ne sait plus par où commencer, on ne sait pas quoi faire, on est complètement perdu. Voilà. Et je sais que moi, je suis une bordélique physiquement, quoi. Mais mon bureau, vous ne le voyez pas, tant mieux. Et c'est pas grave parce que j'ai accepté qu'à cet endroit-là, quoi, j'avais des endroits de bazar. Et puis, vu que dans ma tête, ça turbine et que c'est aussi, il se passe beaucoup de choses, j'ai aussi besoin d'espace chez moi, par exemple de murs blancs, pour pouvoir justement me reposer. Et c'est super important de pouvoir avoir des moments ou des endroits plus calmes, plus zen, où il n'y en a pas partout, etc. Et dans l'organisation, je mets aussi la planification, etc. Et c'est vraiment important de bien se connaître et de planifier les choses. Comme tu disais tout à l'heure, de mettre une date dans un agenda, de mettre une deadline, de mettre un petit réveil pour dire, bon, ok, à telle heure, je ne réfléchis pas, je m'y mets. Voilà, ça c'est super important de réussir à s'organiser un minimum. Après, les besoins d'organisation ne sont pas les mêmes. Et c'est aussi à chacun de comprendre justement son mode de fonctionnement et de quelle organisation il a besoin et d'optimiser son organisation. Donc, si par exemple, c'est l'organisation temporelle, moi, je sais que je suis du matin. Donc, le matin, je vais me réserver un créneau horaire et mes accompagnements, je ne les commence pas avant telle heure parce que c'est un créneau horaire qui est précieux pour moi, où je vais y faire plein de choses. Le soir, il ne faut rien me demander. Le pire, c'est après manger. Donc, moi, je vais organiser mon temps par rapport à mon mode de fonctionnement. Je sais que certains, ce sont le soir, ils sont mais en pleine forme et tout, la créativité, le haut taquet, et c'est le soir. Et du coup, c'est aussi réussir à organiser, on va dire, son temps par rapport à votre manière de fonctionner et en l'optimisant. Moi, je sais que par exemple, qu'après manger, je ne peux rien faire par moi-même. Et donc, moi, je vais mettre des accompagnements parce que le fait d'être en accompagnement, d'être avec une personne, d'avoir aussi des comptes à rendre, entre guillemets, à cette personne-là, ça va me faire remonter en énergie. Et donc, c'est génial. Et pour l'organisation, on va dire même spatiale, etc., c'est la même chose. C'est-à-dire que observez, même si vous travaillez à la maison, observez où est-ce que vous travaillez, à quel endroit vous êtes bien, à quel endroit vous êtes moins bien pour travailler, etc. Et optimisez ça, en fait. Optimisez vos modes de fonctionnement. Le bazar, moi, je sais que j'ai un coin où c'est le bazar. Et quand j'optimise, en fait, mon mode de fonctionnement, parce qu'avant qu'on commence, je cherchais un câble, vous voyez, le câble de mon micro, et qui était rangé. Sauf que moi, mon problème, c'est que vu qu'à chaque fois, je pense à plein de manières différentes de ranger, je ne sais plus quel système j'ai utilisé à l'instant T. Donc, pour certaines choses, eh bien, j'ai un coin bazar et je sais qu'il est dans mon coin bazar. Donc, moi, c'est ma manière à moi d'optimiser en fait mon mode de fonctionnement. Voilà. Et donc, c'est vraiment ça, c'est apprenez à vous connaître
et à savoir quel type d'organisation il vous faut. Et ensuite, à partir de ça, il y a peut-être des outils qui peuvent vous aider par rapport à votre manière de fonctionner. Et je pense que Christelle en connaît plein, qui va vous aider aussi à aller vers la réussite, à vous organiser pour aller vers la réussite. Et puis, il y a des moments et des personnes qui ont besoin d'être plus freestyle. Et moi, j'ai aussi besoin de cette liberté-là, parce que moi, c'est vraiment au-dessus. Il y a la bouffe, et en dessous, il y a la quoi. Il y a la liberté, et au-dessus, il y a la bouffe. Mais en deuxième, c'est la liberté. Et la liberté, c'est important pour moi, et c'est aussi pour moi avoir des moments qui ne sont pas planifiés, ou des moments où c'est libre. Voilà. Et donc, je le prévois dans mon organisation. Je le prévois. Et ça m'aide, moi aussi, à me libérer de la charge mentale. De me dire, bon, ok, tel jour, je bloque, c'est mon day off, c'est pour moi perso. Voilà, je fais ce que j'ai envie de faire. Eh bien, ça me libère, en fait, tout le reste de la semaine, parce que je sais que j'ai un moment pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, je ne me frustre pas. Et c'est vraiment ça, c'est apprenez à vous connaître. Si vous avez la chance d'être indépendant ou de pouvoir organiser vos horaires comme vous voulez, eh ben, faites-le par rapport à vos rythmes et par rapport à votre mode de fonctionnement autant que vous le pouvez. Mais organisez-vous. Et du coup, est-ce que dans cette organisation, tu as une ou des journées type et comment elles sont organisées? Quelles sont les actions en fait qui rythment ces journées? Moi, je fonctionne à la semaine plus qu'à la journée. Et en fait, par exemple, dans ma manière de planifier la semaine, je commence par les impératifs externes. Donc là, des choses qui ne dépendent pas de moi. Voilà, ça c'est une première chose. Après, je mets tout de suite mon day off. C'est super important. Je mets tout de suite mon day off. Donc, ça peut être une demi-journée, ça peut être une journée. Moi, ce que j'appelle le day off, c'est la journée sans contrainte. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de travailler, je travaille. Si j'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas. Si j'ai envie de rien faire, je fais rien. Si j'ai envie de faire des choses, je fais des choses. Mais c'est vraiment, voilà. Et c'est la deuxième chose que je planifie dans mon programme. Et ensuite, moi, je fonctionne en sprint. Donc, par exemple, j'ai des journées où je vais faire des accompagnements en prestation. Ça va être sur 2 jours. Des fois, ça va être 10, 11 heures d'accompagnement. Moi, je tiens le rythme, en fait. Et c'est un rythme qui me va. Donc, je vais tout condenser et je vais tout faire en une journée. Je vais faire des sprints comme ça. Je vais avoir des journées qui sont plus consacrées à d'autres accompagnements. Et bon, je vais programmer en fait ma semaine comme ça, mais je vais faire plutôt des plages horaires avec un focus par plage horaire, pas plus. Sinon, je fais jamais de to-do list, par exemple, parce que de toute façon, je la respecte jamais. Et donc, mis à part me dire, ah, regarde, t'as pas fait ta to-do list, ça ne me sert à rien. Donc, moi, c'est comme ça que je fonctionne et je suis en sprint. Et je sais que d'autres personnes ont besoin de faire un peu de tout par jour. Donc, faites un peu de tout par jour, mais trouvez votre rythme. Et pensez à prendre un moment pour vous. C'est super, super important. Du coup, il y a une question là qui me vient sur la méthode Pomodoro. Mhm. Est-ce que tu la connais? Oui. Oui. Est-ce que tu penses que justement, ça peut être une bonne méthode pour ceux qui aiment justement être concentrés sur une activité, sur un temps donné, que ça soit court ou plus ou moins long? Moi, j'utilise, alors je ne saurais pas dire pour les gens en général. Moi, je l'utilise de temps en temps et je l'utilise surtout quand j'ai du mal à me lancer dans une tâche. Voilà. Donc là, je vais me dire, bon, ok, c'est pas grave. Ta seule mission, c'est de faire 30 minutes, par exemple. Voilà. Donc, peu importe ce qui se passe, tu te poses 30 minutes et tu fais. Et encore une fois, je me détache du résultat. Je ne mets pas un objectif à atteindre. Mon objectif, c'est juste de réussir à me poser 30 minutes à faire ce truc que je n'arrive pas à faire par moi-même. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Et j'ai utilisé aussi à une période pour mettre en place des habitudes. Voilà. Donc ça peut être, par exemple, des habitudes de lecture. Moi, j'ai utilisé pour
par exemple, comment ça s'appelle pour la basse, à un moment, j'ai voulu m'y remettre, etc. Et j'avais du mal à m'y mettre régulièrement et je l'utilisais, mais en micro-instant. C'est-à-dire, je mettais 15 minutes. Et je me disais, 15 minutes, tu n'as pas d'excuse. Une demi-heure, ça commence déjà à faire long, en fait, dans une journée. Ça peut faire beaucoup dans une journée. Et je disais, 15 minutes, tu n'as pas d'excuse. 15 minutes, tu trouves toujours 15 minutes dans la journée. Et donc, je mettais un réveil 15 minutes et je dis, bon, bah, OK. Et au moins, tu auras fait 15 minutes. Après, si tu es dans le flow, bah, continue. Et si tu peux et que tu es dans le flow, continue. Mais au moins, tu as fait tes 15 minutes. Et par rapport à ces objectifs-là, parce que in fine, c'est ça, c'est par rapport à des objectifs et des outils ou des moyens que tu mets en place pour atteindre tes objectifs. Je me suis aussi, moi, j'ai renversé le truc des to-do ou des objectifs à atteindre. Voilà. Moi, je vais plus fonctionner un focus, donc un thème, quelque chose. Et aussi, j'ai transformé mes objectifs en fierté. De quoi je serai fière à la fin de ma journée? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois fière à la fin de ma journée? Un petit truc. Des fois, c'est pas beaucoup. Eh ben, la méthode Pomodoro peut aider à ça. Dire, bon, bah, OK, je serai fière de moi quand même. Quoi, mais enlever le quand même. Je serai fière de moi si j'ai fait ma demi-heure de ce que vous n'avez pas envie de faire. Voilà. Et ça a complètement changé en fait ma manière de voir, la pression que je me mettais et ça m'aide beaucoup plus à avancer. Je vais dire, bon bah voilà, je serais super fière de moi si à la fin de la semaine, j'ai terminé ce bouquin-là que j'ai commencé il y a un moment. Et ben, je serais super fière de moi si à la fin de la semaine, je l'ai fini. Alors, des fois, je le finis, des fois, je ne le termine pas. Mais c'est pas grave. Quand je le termine, je suis super fière de moi. Et en fait, et je le célèbre. Et c'est ça. C'est que le transformer, au lieu de le mettre en obligation, en pression, etc., eh bien, je me dis, bon, bah, OK, si ça, je le fais, franchement, je serais fière de moi. Et puis, bah, il y a des fois, c'est pas fait, c'est pas grave. Et pour le c'est pas fait, bah, je dis, bon, bah, OK, là, qu'est-ce que je peux utiliser comme outil? Et le Pomodoro peut faire partie des outils, effectivement, que je vais utiliser. Mais vu que j'ai besoin, moi, de variété, je ne vais pas utiliser cet outil-là tout le temps, parce que sinon, ça ne va plus marcher. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, la routine s'installe. Exactement, mais certains adorent la routine, ils en ont besoin. Moi, je ne l'aime pas et du coup, je vais l'utiliser de manière ponctuelle. Et justement, tu parlais de flow. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller ou qu'est-ce que tu peux nous partager pour trouver son flow? Trouver son flow, bah, déjà, c'est l'impulsion, le lancement, parce qu'on ne peut pas dire à l'avance, déterminer à l'avance, je vais être dans le flow ou pas. C'est un peu compliqué. Donc, effectivement, il y a des jours où on le sent, où il y a des moments où on le sent. Et là, faut y aller. Si vous avez la possibilité, faut y aller. Faut rentrer dedans. Faut pas louper. C'est comme le train qui passe. Faut pas le louper. Rentrer, monter dans le train. Même si vous n'avez pas payé le billet, c'est pas grave. Vous vous arrangerez après. Et mais vraiment, quoi, quand je dis ça, c'est pas pour vous inciter à frauder. C'est vraiment vous dire bon bah voilà, là, il est là, c'est maintenant. Et allez-y. D'accord. À d'autres moments, bah, ça peut être, comme je disais, l'impulsion. Et du coup, bah, utiliser Pomodoro, ça peut être utile. Juste pour lancer et se dire, bon, bah, je vais voir au bout de 30 minutes quand ça sonne, ou je ne sais pas le temps que vous avez établi, quand ça sonne, bah, si vous êtes dans le flow, profitez de cet instant-là et restez-y. Et c'est pas grave si ça décale des choses. Parce qu'en fait, là, imaginons, vous êtes encore dans le flow pendant 1 heure ou 2, vous allez faire beaucoup plus de choses en ces 1 heure ou 2 que si, si vous prenez une autre journée, un autre moment. Vous pouvez y passer une demi-journée, une journée, voire 3 jours pour faire exactement la même chose. Voilà. Et moi, je sais que tout à l'heure, je parlais du rythme naturel chez chacun. C'est aussi profiter de ce temps-là. Moi, je me réveille, ma jauge d'énergie, elle est à 100. Et donc, je profite de ce moment-là pour faire toutes ces choses-là que je ne peux pas faire. Quoi. Je sais que le matin, à ce moment-là, tout ce que je fais, ça me demande pas beaucoup d'énergie et pas beaucoup de temps.
Voilà. Alors que si ces mêmes choses, je les fais, ça peut être des choses administratives, ça peut vraiment être des choses à la noix, quoi, voilà, qui ne sont pas toujours amusantes à faire. Bah, je sais qu'à d'autres moments de la journée, mais je vais traîner des pieds et je ne vais pas le faire ou je vais vraiment mettre un temps fou à juste signer un papier. Voilà. Et le problème, c'est que l'action ne dure pas longtemps et ça prend beaucoup en charge mentale. Et pour d'autres types d'actions, c'est de se challenger quand même un petit peu. Et si vous n'arrivez pas vous-même à vous challenger, bah, entourez-vous de personnes qui vont vous challenger ou qui peuvent vous challenger. Voilà. Il faut qu'il y ait quand même un petit challenge et que vous preniez un petit peu plaisir. Donc, si c'est pour une tâche pour laquelle vous ne prenez pas plaisir, eh bien, challengez-vous et dire, bon, bah, OK, là, je sais pas, j'ai laissé traîner, par exemple, je parlais des papiers administratifs. Bon, bah, OK, là, j'en fais un maximum pendant 10 minutes. Voilà, j'en fais un maximum. Ou vous vous mettez avec quelqu'un qui doit faire la même tâche. OK, bon, bah, vous faites une petite. L'idée, c'est pas de se mettre en compétition, mais quand même de mettre un petit enjeu. Bon, bah, OK, c'est toi qui payes le resto du midi. Bon, OK, tu vois, un petit, le prendre sous forme de jeu, mais avec un petit challenge quand même. Parce que sinon, vous allez vous le traîner et c'est pas très intéressant. Et ben, la prochaine question, on y arrive. Dans chaque épisode, il y a la question tabou. C'est la question qui allie la confiance en soi et le thème de la sexualité. Mmh. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, toi, là-dessus, par rapport à ton expérience? Alors, par rapport à ça, moi, je dirais que, effectivement, il y a eu, 2 phases dans ma vie, voilà. Et on pourrait croire que c'est par rapport à l'autre, mais non, en fait, c'était juste par rapport à moi-même et la confiance que j'ai en mon corps et l'acceptation que j'ai de mon corps. C'est-à-dire que, il y a un moment où, bah, effectivement, j'avais du mal avec mon corps. Voilà. Moi, j'ai pas une grosse poitrine, alors voilà, bah, moi, je voyais mes copines en plus au collège, tout le monde, avait de plus en plus de poitrine. Les garçons, se moquaient, allègrement, des planches à pain ou je sais plus comment ils nous appelaient et cetera. Voilà, et c'est vrai que, ben, petit à petit, tu développes des complexes par rapport à ton corps, à l'image, et cetera, et c'est vrai que c'est difficile, d'être en confiance avec l'autre dans l'intimité et et peu importe l'autre en fait, qu'il arrive ou pas à vous mettre en confiance, mais il y a une partie quand même qui dépend vraiment de nous et là, c'est vraiment, la confiance et en moi par rapport à mon corps et l'image que je projette de mon corps. Voilà, et ce qui m'a vraiment aidée là-dessus, c'est une discussion que j'ai eue avec, une personne qui était, qui a été mannequin et donc là, moi, je la voyais, bah, voilà, avec un corps, «parfait» entre guillemets, quoi, et et elle me racontait, en fait, elle, les complexes qu'elle avait, elle, développés. Parce que, ben, elle a été soumise à des: «Ah oui, mais tu as trop de poitrine». Tu vois? Tout l'inverse: «Ah, tu as trop de poitrine, tu es trop grande, tu es trop petite, tu es trop ci, tu es trop ça, tes cheveux, ils sont pas assez lisses, ils sont trop», et ça a déclenché chez elle des complexes qu'elle n'avait pas. Voilà, et en fait, en discutant avec elle et puis après avec d'autres femmes, eh bien, j'ai appris à accepter mon corps et à aimer mon corps, et en fait, ben, plus tu aimes ton corps et plus tu arrives à te libérer aussi dans l'intimité et plus, ben, tu oses aussi, faire des choses, et parler, voilà, sans tabou avec ton partenaire, dans l'intimité. Oui, effectivement, la question des complexes, ça joue en général beaucoup sur la confiance en soi. Et, et c'est pas toujours évident de les surmonter. Exactement. Moi, il y a ça, il y a aussi le sport quand même qui m'a aidée à me détacher de mon corps. C'est-à-dire que, à ne plus quoi, à voir mon corps différemment, tu vois? Presque comme un outil de travail où je sais pas, il y a une espèce de, distanciation aussi avec le corps et que, je ne suis pas le corps que je suis.
j'habite mon corps, mais quoi, tu vois, une espèce d'idée comme ça, je ne saurais pas le préciser davantage, mais c'est vraiment ça. Et je sais que, par exemple, avec cette personne qui a été mannequin, on a eu aussi des discussions par rapport à les photos sur Instagram, etc., toute cette partie-là. Et elle avait aussi cette image-là de se dire, bon, ok, ça, c'est pas gênant pour moi, ou c'est pas gênant pour moi, par exemple, de défiler en maillot de bain ou d'avoir des photos comme ça sur le web, parce que c'est pas moi. C'est juste l'image de mon corps. C'est l'enveloppe qui habite, qui abrite mon moi. Voilà. Et c'est vrai que le sport, en plus de ces discussions que j'ai pu avoir avec elle et puis d'autres femmes aussi, parce que je me suis rendu compte qu'on avait toutes des complexes. Donc voilà. Eh bien, avec le sport et donc prendre aussi confiance en son corps, etc., être plus à l'aise aussi dans son corps, ça m'a vraiment aidée dans l'intimité. Effectivement, je prends l'exemple pour moi de la danse, où on est alors pas en petite tenue, mais on est habillé en tenue moulante. On a un miroir en permanence en face de soi. Et effectivement, on a tendance à se décortiquer, à se regarder dans tous les sens. Et au final, c'est dans l'effort qu'on s'accepte. Dès qu'on a réussi une technique, un effort physique ou autre, et là, tout de suite, on s'est dit, waouh, je l'ai fait, je suis contente, et c'est avec ce corps que j'ai réussi. Et ça aide à prendre confiance et à se dire, mais il est super, mon corps, il m'a permis de réaliser de grandes choses. Exactement. Et on arrive presque à la fin de cette interview avec une dernière petite question, la question girly. Alors, pour ceux qui te voient, ils auront la réponse. Pour ceux qui ne te voient pas, il faut savoir que Cécile a de très beaux cheveux, de très longs cheveux, tout lisses, tout beaux. Et pour la question girly, c'est quelle est ta routine capillaire? Eh ben, aucune. Tout simplement, en fait, pour ceux qui ne me voient pas, donc je suis de type asiatique, donc j'ai les cheveux lisses de naissance, donc je n'ai aucun mérite à avoir les cheveux que j'ai. Donc merci papa, merci maman. Donc j'ai pas de routine. En fait, je crois que je prends pas particulièrement soin de mes cheveux. Voilà. Donc là, effectivement, pour la partie enregistrée ou quand j'ai envie, en fait, même tout simplement de m'apprêter, je m'apprête. Mais je n'ai pas de routine particulière et je pense que c'est aussi peut-être grâce à ça que mes cheveux sont aussi encore aussi bien. Je dis ça parce que je connais des filles, par exemple, qui sont beaucoup lissées les cheveux et du coup qui les ont abîmés, etc. Donc, moi, je les laisse généralement sécher à l'air libre. Voilà, je fais pas de soins particuliers. Une fois de temps en temps, je mets un petit soin pour les cheveux, mais ça s'arrête là. Et pour l'histoire, moi, j'ai découvert le côté girly très tard. Moi, j'ai grandi qu'avec des grands frères, donc je peux vous imaginer, vous pouvez imaginer un peu l'ambiance à la maison. Et j'ai découvert ça quand je suis arrivée à l'internat au lycée. Ce côté girly, justement, s'échanger des crèmes, des soins, parler de ci, parler de ça, etc., parler épilation. Moi, j'en parlais pas trop avec mes frères. Et, et donc, c'est marrant, justement. Et tu vois, on parlait avec la question taboue du rapport avec l'image de la femme, du corps de la femme, etc. Et, c'est aussi accepter que certaines aiment prendre vraiment soin d'elles et de leurs cheveux. Voilà. Aiment avoir des routines et c'est OK. Et continuez et faites-vous plaisir et allez-y. Et puis, d'autres personnes comme moi, et je sais qu'il y a une injustice dans ce monde, qui, qui ont des cheveux, tout simplement, parce qu'ils sont nés avec, et qui n'ont aucune routine, qui les sèchent à l'air libre, qui font un shampoing simple, et puis qui arrivent à avoir des beaux cheveux, mais
Je suis désolée, j'ai aucune autre astuce à vous donner par rapport à ça. Ah bah, c'est bien Voilà. aussi. Comme quoi, le naturel, ça marche. Exactement. Mais pour l'anecdote, quand j'étais plus jeune, je les voulais boucler. Parce qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas. Voilà. Exactement. Ouais, ouais, j'ai connu ça aussi. Voilà. Eh bien, Cécile, merci beaucoup pour ce moment partagé ensemble, pour tous tes conseils, pour toutes tes astuces, pour ta bonne humeur, ton sourire. Et avant de sonner le clap de fin, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver donc sur les différents réseaux sociaux au nom de cécile.dam, D-A-A-M. Et puis, sur mon site aussi, poulpe, avec un s.fr. Voilà. Ça marche. Je mettrai toutes tes informations, tous tes liens dans la description pour qu'on puisse te retrouver facilement. Eh ben, merci beaucoup, Cécile, pour ce moment. J'espère que ça a été agréable pour toi de se prêter à ce jeu et vraiment un grand merci. Merci à toi, Christelle. Merci à toutes celles qui sont restées jusqu'au bout et peut-être tous ceux voilà, qui sont restés jusqu'au bout. Merci pour ton énergie parce que tu rayonnes et tu pétilles. Voilà. Et merci pour tous les conseils aussi que toi, tu partages avec les farpettes. Je vous souhaite à toutes de vous aimer comme vous êtes, aussi farpettes que vous êtes, et puis de vous respecter et d'être fiers de vous, tout simplement. Merci.